J'ai un message pour vous très important à la fin de la vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, n'hésitez pas à checker Holy Energy, le plus vieux sponsor de la chaîne. C'est le sponsor qui permet de boire des boissons sans culpabiliser, sans calories et sans sucre. C'est aussi une des meilleures manières pour obtenir de la caféine avec la gamme Energy, parfait pour vos petites sessions gaming, lecture, etc. Même pour faire du fit. Il y a aussi la gamme hydratation Ice Tea et même la gamme Milkshake pour tous les gens qui veulent boire des boissons en se faisant vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui passent par mes liens pour soutenir la chaîne, vous la faites perdurer depuis très longtemps. N'oubliez pas le code BrushClub pour moins 10% et le code BrushUp5 pour moins 5 € sur la première commande. Et je vous conseille les starter sets qui sont parfaits pour commencer. Allez, on commence la vidéo. Avant les Sons of Horus, il y avait les Luna Wolf. Au moment où l'œil de l'empereur commença à se tourner au-delà de l'unité de Terra, il leva de nouvelles armées pour combattre dans sa croisade. Il les tira en partie des forces qui avaient unifié Terra et en partie de celles de ses ennemis soumis. Et à côté des races génétiques, les guerriers et les émissaires de bataille furent les premières des Legiones Astartes. Ce n'étaient pas encore les vastes armées qui par centaines de milliers allaient conquérir la galaxie, mais les héritiers des guerriers tonnerres qui les avaient précédés, et ensemble, ils représentaient une force de combat sans précédent dans l'histoire. Bien qu'elle se soit développée sous l'impulsion de la conquête, la 16e Légion n'avait probablement pas plus de 1000 hommes à sa naissance. Et pourtant, malgré leur numérotation, on sait, grâce à de nombreuses preuves, qu'ils ont été l'une des premières unités de service actif des Legiones Astartes, avec de nombreux honneurs de guerre dans les dernières années des guerres unification. Comme la plupart des légions Space Marine embryonnaires, la 16e a tiré ses premiers recrues de la population terrane, bien qu'il soit difficile d'en être certain. Car certains éléments indiquent qu'une grande partie des premiers recrues de la 16e Légion provenaient des clans de chasseurs de Jutting Ground Ball et des bidonvilles de la sous-plaque samstanienne. Les conflits perpétuels et la dureté de la vie dans les marges désolées avaient rendu ces individus impitoyables et autonomes. Peut-être que l'empereur, connaissant les qualités de chaque légion, a fait correspondre ce socle de recrues aux gènes de la 16e, ou peut-être y avait-il une autre raison, connue seulement de son esprit perspicace, mais quelle que soit l'origine de leur première recrue, le caractère de la 16e est rapidement apparu. Cette dernière fit la guerre avec une agressivité acerbe, peut-être par l'influence de son patrimoine génétique, ou l'utilisation que l'empereur en fit. La 16e est devenue synonyme d'agression par choc soudain et écrasant. La 16e a été l'outil d'une poursuite rapide des batailles et d'une fin sanglante des campagnes. Ses attaques étaient préventives durant la durée d'une guerre. Ses caractéristiques étaient soit la première poussée mortelle, soit la passivité pour porter soudainement un coup fatal et définitif. La première pacification de Luna fut peut-être sa plus célèbre de ses premières victoires. Mais la rupture des enclaves de Coriolis et l'hiver de feu ont laissé dans la conscience collective de Terra des cicatrices qui aujourd'hui persistent encore. Alors que dans les cloaques capridiens, les commerçants et les joueurs addicts appellent encore le numéro 16 représentant la Légion, le dépouillement du loup. On dit que la 16e s'est déchaînée pour commencer et terminer des guerres dont ses ennemis ignoraient même l'existence. Elle sortait de la nuit ou à l'aube, transportée dans les cales des Stormbirds et des Storm Eagle, flanquée d'escadrons de Lightning. Ceux qui ont été témoins de ces attaques disent que la 16e se battait au contact de l'ennemi avant que les effets de ses missiles et de ses obus s'estompent. Les guerriers qui ont livré ces batailles avaient un caractère tout à fait conforme à leur réputation. Fiers, peu portés sur l'humour ou l'empathie, ni sur le mysticisme, ni même sur le rituel de l'élite militaire. Ils étaient une race à part de véritables forces humaines qui combattaient à leur côté. Leur agressivité était évidente dans chacun de leurs actes, mais la force du contrôle qui la tenait en laisse l'était aussi. Et les besoins de cette époque s'accommodaient facilement d'une attitude aussi belliqueuse et acariâtre. Si un seul événement de cette époque est révélateur de la nature de la 16e, c'est bien l'unification de Somon, un ensemble de principautés suborbitales qui avaient obstinément résisté aux ouvertures diplomatiques de l'empereur, refusant de faire partie de l'unité terrane croissante. Au centre de cette obstination se trouvait Somon Prime, la station orbitale qui empalait le ciel du sud comme une aiguille d'argent. Lorsque le panarque de Somon rencontra la dernière délégation envoyée à la station orbitale, il dirigea une grande partie de sa bile vers l'Erconurn, le capitaine de la 3e compagnie de la 16e Légion. Dans une tirade qui dura 1 heure, le démagogue énuméra les péchés qui se manifestaient dans la création d'êtres tels que les Space Marines. Hearn, désarmé, n'avait accompagné la délégation qu'après de longs appels. Il était réticent à être là, et semblait ennuyé à la fois par les formalités et par le déchaînement du panarque. Lorsque le panarque découvra que ses paroles n'avaient aucun effet, il cracha sur l'armure de Hearn et le frappa avec son sceptre. Il n'y eut toujours pas de réponse. Ce n'est que lorsque le panarque s'est pressé s'effondrer d'épuisement que Hearn a réagi. Il tua les gardes du panarque à main nue, puis arracha la tête de l'homme de son corps. Voyant ce qu'un des guerriers de l'empereur, seul et sans armes, pouvait faire, les autres souverains de Somon en tinrent compte et se rendirent. À un moment donné,
L'idée que l'empereur envoie ses dits loups pour briser l'ennemi insoluble ou potentiel a pris racine dans la conscience de l'impérium nouvellement créé, suite à la pacification de Luna. La 16e embrassa cette épithète avec délectation. La tête de loup devint une icône commune à tous, le lien étant quelque peu abstrait. Les loups eux-mêmes n'existaient plus qu'à travers des créations génétiques, pour être des bêtes, des biosarmes sur Terra même, et synonyme de sauvagerie contrôlée. Le port de la fourrure de ces prédateurs canidés améliorés apparut de plus en plus sur les commandants de terrain et les officiers de la Légion. La 16e ne serait pas la seule Légion à porter un tel titre et à adopter cette imagerie comme sienne, mais elle a été la première à le faire. Alors que l'histoire de la jeunesse de nombreux primarques est largement, quoique inégalement documentée, on ne peut en dire autant d'Horus. La contradiction et l'omission ternissent tous les récits des années de formation d'Horus. Il est clair que l'empereur a trouvé Horus et aussi qu'il a pris le commandement de la 16e Légion au début de la Grande Croisade. Au-delà de ces faits manifestes, l'accord entre les sources fait cruellement défaut. Certains placent même Horus sur Ctonia comme un enfant trouvé. Comme beaucoup de ses frères, ses sources disent qu'il a prospéré dans cet environnement rude, apprenant ses premières leçons de guerre et tuant des gangs techno-barbares de Ctonia. Une autre source affirme qu'Horus est retourné directement sur Terra. Des passages poétiques datés des premiers jours de la croisade décrivèrent la capsule d'incubation d'Horus tombant du ciel nocturne comme une étoile naissante. Et dans ce récit, Horus grandit aux côtés de l'empereur, éduqué par son père alors même qu'il reprenait le système Sol et forgeait les alliances qui créeraient l'impérium. D'autres affirmations très crédibles affirment que l'empereur retrouva Horus, le premier de ses fils perdus, mais ne précisent pas où, ou plaçant sa découverte sur Luna, Scarazen ou même sur un vaisseau Space Hulk près du noyau galactique. Beaucoup de ces légendes disent que l'empereur envoya le jeune Horus vivre dans les guerres des gangs ctoniens jusqu'à ce qu'il soit mature et prêt à prendre sa place au sein de l'impérium. D'autres qu'il l'a entraîné à ses côtés. En effet, il est à la fois symptomatique et frustrant pour le chroniqueur de l'histoire d'Horus qu'il y ait d'autres récits encore plus fantaisistes, comme par exemple l'empereur qui arracherait Horus du vortex alors même qu'il tentait de le revendiquer. Horus revenant sur Terra d'un empire lointain à la tête de sa propre flotte, pour ensuite plier le genou à la vue de son père. Et un autre exemple où la mort d'Horus est le fait d'être à nouveau créé par les cultes sélénars de la technologie génétique de Luna, ou Horus sortant d'un bassin de lumière dans le palais de l'empereur après avoir marché parmi les lumières des étoiles perdues, en réalité, nous ne connaîtrons jamais la vérité absolue qu'il y a vis-à-vis de sa naissance et de ses origines. Cette époque est très lointaine, trop engluée par les mythes et souillée de sang pour être certaine. Sauf que dès le début, Horus était un être qui, peut-être plus que tous les autres primarques, semait ses propres mythes et légendes en avançant. Un être auquel de grandes actions arrivaient facilement, et une gloire presque surnaturelle qui s'accumulait, comme si elle lui était destinée. Les Ctoniens ont refaçonné la 16e Légion. Ils l'ont fait sans réfléchir, peut-être même sans être conscients de ce qu'ils ont fait. Pour les Space Marines Terran, leurs nouveaux frères ont apporté avec eux leurs propres coutumes, attitudes et modes de pensée, ainsi que l'héritage d'un millier de générations de violence et de poursuites impitoyables à la survie que les pratiques d'endoctrinement de l'époque pouvaient modifier, et peut-être supprimer, mais pas effacer. Et après tout, c'était peut-être là le but. À mesure que les terrains tombaient au combat, leurs voix et les traditions militaires plus ordonnées dans lesquelles ils avaient été traînés se réduisaient et s'affaiblissaient. Les marques de changement étaient nombreuses et subtiles, n'écrasant pas entièrement, mais apportant un caractère unique à ce qui avait été fait auparavant. Les exemples de changement sont apparus lentement. Les Top Notes et les Mohawks, tels qu'étaient portés par les chasseurs de tête des gangs de Ctonia, devinrent courants dans tous les rangs comme armure et décoration personnelle. Le sang versé au combat pour honorer un ennemi digne de ce nom était souvent marqué par une égratignure sur l'orbite d'un casque. Le plus révélateur fut sans doute le fait que les mots des gangs tueurs, Aebeltan, qui désignait le fait de trancher la gorge d'un tueur de gang ennemi en combat singulier, était devenu un terme courant dans les rangs pour décrire l'achèvement d'une campagne. Le charisme et la réputation personnelle étaient devenus une caractéristique des commandants de la Légion, comme si les manières des seigneurs de gang entachaient leur compréhension du leadership. Et cela s'appliquait autant à leur primarque Horus dont le culte de la personnalité était universel au sein de la Légion. Au combat, le caractère des Luna Wolf n'a pas changé, mais il semble s'être renforcé au fil du temps. La Légion s'était forcée à maintenir la flexibilité nécessaire pour lui permettre de combattre toute guerre ou ennemi qu'elle pourrait rencontrer selon ses propres conditions. Mais, lorsque cela est possible, l'application d'une force soudaine et écrasante était sa forme d'attaque préférée, et celle de son primarque. Cette doctrine était liée à une férocité sauvage née du sang de Ctonia, et était maniée avec une intelligence féroce et l'instinct tactique incomparable du primarque.
Les systèmes stellaires tombaient souvent aux mains de la Légion en un seul engagement. Les vaisseaux de guerre se lançaient à l'assaut du système dans une formation de lance de fer qui se brisait en plusieurs pointes plus petites pour frapper les planètes, les lunes et les stations spatiales. Le bombardement orbital et les largages orbitaux massifs simultanés brisaient la force et la volonté de la résistance de l'ennemi. Les menaces tactiques étaient systématiquement identifiées, isolées, contournées, encerclées et détruites avec une précision impitoyable, mais aussi une sauvagerie quasi surnaturelle. On parlait alors de prédateurs en meute qui divisaient un troupeau et en étripaient les membres avec une fureur fulgurante. Les armées qui suivaient dans le sillage des Luna Wolf n'avaient souvent rien d'autre à faire que de racler des mondes soudainement dociles et de débarrasser les restes de la bataille. L'approche des Luna Wolf durant la Grande Croisade était directe et brutale, et le résultat était souvent inélégant, bien qu'inconstablement efficace. Mais ils ne lâchaient pas toute la puissance d'une flotte en orbite sur une ville-forteresse, tout en déployant des milliers de Luna Wolf à la surface avec l'ordre de tuer tout ce qui vivait dans les murs de la ville. Au cours de la bataille, chaque guerrier de la Légion a agi de manière transparente, à la fois comme individu et comme membre d'une escouade intégrée. Une bête avec une vingtaine d'yeux et des mains qui ne faisaient qu'un. Ils se battaient en mettant un ennemi en pièces, rusés dans leurs manœuvres, mais ne craignant pas de l'écraser par la force brute si nécessaire. Et aussi de pourchasser un ennemi en fuite sans pitié ni relâche. Ce qui restait dans leur sillage n'était souvent guère plus que des cendres et des lambeaux de chair brûlée. Les débris refroidis du palais d'un tyran et les restes des soldats étaient un avertissement pour ceux qui vivaient en dehors des zones d'attaque des Luna Wolf. Les forces de conformité qui sont intervenues après une telle opération ont déclaré qu'ils retrouvaient le plus souvent des populations en état de choc, à peine capables de comprendre comment les piliers de leur univers avaient été renversés. Bien que sanglante, la progression de la Légion fut sans aucun doute rapide, et les lauriers de la victoire se sont accumulés sur les Luna Wolf et surtout sur leurs primarques. À maintes reprises, les Luna Wolf ont brisé la résistance d'un monde et sont passés à la campagne suivante avec à peine un regard en arrière. Dans cette méthode de conquête, on peut voir le caractère de la ténacité et du caractère impitoyable des Luna Wolf comme lors de la conquête du système Sol, mais aussi la mentalité sauvage et la férocité de guerre des gangs d'Octonia, là où les prisonniers n'étaient que des bouches indésirables à nourrir. La guerre consistait à identifier la force et le leadership de l'ennemi, à l'isoler puis à l'anéantir. De la même façon que les yeux du chef de gang trouvaient un rival et que son couteau suivait, les Luna Wolf ont soumis leurs ennemis. C'était peut-être brutal, mais pour les Space Marines membres des Luna Wolf, c'était une question de nécessité. Les guerres pouvaient être brutales et courtes ou longues et inutiles. Poussées par l'énergie de la Grande Croisade, leur méthode répondait aux besoins de l'époque. Les Luna Wolf ont fait la guerre pendant 200 ans, repoussant les ténèbres par le feu et le sang. Leurs victoires furent multiples et le poste de général d'Horus était légendaire. C'est ainsi que le respect de leur légion sœur s'éleva à un niveau presque inégalé. Au cours de dizaines de milliers de batailles, ils furent rarement vaincus. Ils excellaient dans tous les modes de déploiement, que ce soit comme fer de lance d'un assaut de la taille d'un amas d'étoiles, ou comme escouade individuelle soutenant une grande formation de l'armée impériale. D'autres légions, parfois hostiles à l'ingérence de leur légion sœur, demandaient leur placement dans une campagne avec les Luna Wolf qui les accueillaient en retour. Bien sûr, la réputation des Luna Wolf était en grande partie le reflet des qualités de leur primarque. Le charisme d'Horus et son palmarès inégalé lui conféraient un grand respect parmi tous ses frères primarques. Horus lui-même a fait preuve d'un talent presque surnaturel pour utiliser les forces relatives des autres légions à leur avantage, que ce soit sur le plan stratégique et martial. En effet, dans le cas des World Eaters et de leurs belliqueux primarques, il était l'un des rares à pouvoir les commander. Certains disaient qu'Horus était sans égal, à part l'empereur. Il était certainement un cas à part parmi les primarques, car il inspirait le respect et la loyauté de tous, et il était soutenu par un génie stratégique et tactique. D'autres commandaient de plus grandes légions, avaient une vision plus profonde, excellaient au-delà d'Horus dans certains arts de la guerre et de la tradition, ou peut-être attiraient une plus grande affection fraternelle. Mais seul Horus pouvait avoir toutes les vues et tous les idéaux à l'esprit. Même les plus difficiles des primarques étaient connus pour s'en remettre à Horus dans de nombreux domaines. Bien que les Luna Wolf avaient remporté de nombreuses victoires au cours de leurs années de leurs conflits incessants, l'une de ces périodes éclipsera tous les autres moments et les vit renaître à nouveau. Sur Ulanor, l'Imperium brisa le plus grand empire orc de l'histoire, comme certains voyaient encore comme la véritable menace à la domination de l'humanité sur la galaxie. Là, Horus tua de ses propres mains le seigneur suprême Urlakurg, et certains disent qu'il a ainsi sauvé la vie de l'empereur. Et c'est sur Ulanor que les forces d'Horus ont brûlé les mondes de l'empire orc, en allant jusqu'à détruire tous leurs fondements. Ce fut une victoire sans précédent à l'époque par son ampleur et son importance. Pour exalter son favori, l'empereur accorda à Horus un grand honneur.
Sur la surface du Lanor, la puissance des Space Marines, de l'armée impériale, des légios titaniques et du Mechanicum défilèrent tous en triomphe devant l'empereur. Horus et 8 de ses frères primarques. Au point culminant de ce triomphe, l'empereur attribua à Horus seul le titre de maître de guerre. L'empereur se replia alors sur Terra. Le commandement stratégique de la Grande Croisade tomba entre les mains d'Horus. Désormais, lorsque les flottes s'engageaient à reconquérir les ténèbres barbares, elles le faisaient au gré d'Horus, et lorsque des mondes brûlaient ou étaient épargnés, c'étaient les lèvres du maître de guerre qui prononçaient les mots. Bien que respecté, Horus était un fils à part. Il n'était plus un frère, mais un seigneur des primarques. Aux côtés de son père, la 16e sera également refondue. En l'honneur d'Horus et de ses conquêtes, la 16e ne fut plus les Lunawolf. L'armure devint le verre métallique d'une mer en tempête. À la place du croissant de lune et de la tête de loup, un œil reptilien unique et aveuglant fixait leurs épaulières. Pour une seconde fois, les Lunawolf s'étaient élevés avec leur père à une hauteur inégalée. Et ils seraient maintenant nommés les Sons of Horus. Il est impossible de raconter l'histoire de la Black Legion sans raconter aussi celle d'Abaddon, le dernier et le plus doué des généraux d'Horus. Plus grand des champions du chaos et favori des dieux sombres, Abaddon allait un jour devenir la ruine de l'Imperium. L'histoire d'Ézéchiel Abaddon commença à la naissance de l'Imperium, à l'époque de la Grande Croisade, alors que l'empereur se battait pour récupérer les étoiles. C'était une époque de guerre légendaire et d'exploits épiques, où les légions Space Marines ont gagné leur gloire en écrasant les mondes extraterrestres et en imposant le règne de l'empereur dans une galaxie alors fragmentée. Au cours de cette vaste entreprise, Abaddon s'est tenu aux côtés du primarque Horus Lupercal et de ses Lunawolf. En tant que capitaine de la première compagnie, Abaddon suivait Horus dans son cheminement vers l'illumination dans le vide. Guerrier et talentueux, Abaddon était l'un des généraux préférés du primarque, prenant part au conseil secret du Mournival, le fameux cercle intérieur le plus intime d'Horus. Abaddon aurait mené d'innombrables charges pour les Lunawolf, sa compagnie étant toujours au cœur des combats, déchiquetant les extraterrestres avec des épées tronçonneuses, des bolters et même à main nue. Pendant la croisade du Lanor contre le seigneur de guerre orc Hurlak, Horus et Abaddon ont mené un fer de lance contre le seigneur de guerre lui-même. Alors qu'Horus échangeait des coups de poing avec le gigantesque peau verte, Abaddon et le reste de la force d'assaut ont été engloutis par le garde du corps d'Hurlak. Quand Horus a finalement tué Hurlak, il est revenu pour découvrir qu'Abaddon avait survécu tout seul, couvert de sang, et l'ensemble de sa compagnie anéanti. Grâce à cette grande victoire, Horus a pu écraser les orques et disperser leurs tribus. Abaddon préférait son primarque à tous les autres, le vénérant comme un père bien-aimé. Alors que l'empereur était une figure lointaine, Abaddon était toujours aux côtés d'Horus, les deux guerriers se soutenant mutuellement alors qu'ils traversaient des champs de bataille ensanglantés, et ils s'enfonçaient dans les coques enflammées de navires de guerre estropiés. Aux yeux du capitaine, Horus ne pouvait avoir tort, il ne pouvait pas faire de mal, et était le plus grand de tous les primarques des Space Marines. Lorsque l'empereur nomma Horus maître de guerre, ce fut un moment d'extrême fierté pour Abaddon. Pour lui, la supériorité d'Horus était évidente, et par extension, les Sons of Horus étaient supérieurs à toutes les autres légions, des chefs légitimes des armées de l'empereur. Tragiquement, ces gloires n'ont pas duré. Peu de temps après, Horus a été mortellement blessé sur la lune éloignée et marécageuse en orbite autour de Davin. Lors d'une escarmouche avec un ennemi inconnu, le maître de guerre fut transpercé par une lame maudite, dont la malédiction s'enracinait dans sa chair. Abaddon ressentit vivement ce coup, comme si lui, au lieu de son primarque, avait été blessé. Bien qu'il ne puisse pas le savoir, c'est à ce moment que les Sons of Horus furent à jamais séparés de l'empereur. Désespérés de sauver la vie du maître de guerre, les Sons of Horus et leurs alliés emmenèrent leur maître dans l'une des loges guerrières de Davin. Horus fut amené dans un temple. Inconnus d'Abaddon, ces prêtres étaient des serviteurs des dieux sombres. Par des rituels obscènes et des magies de guerre, les prêtres nourrissaient la haine dans le cœur d'Horus et le sentiment qu'il avait été trahi et abandonné par l'empereur. Bien que son corps ait été sauvé, son âme avait été perdue. C'est ainsi que les efforts d'Abaddon pour sauver à jamais son primarque ont damné Horus et sa légion, et ont jeté les bases non seulement de la grande trahison, mais aussi des innombrables jours sombres qui ont suivi. Ce qui a attiré Horus dans les ténèbres est un mystère que nous ne pourrons jamais résoudre. Seuls ceux qui étaient là, qui ont tout vu et tout entendu peuvent le savoir, et ils sont malheureusement tous tombés. Ce que nous savons, c'est que pendant la période qui a suivi son ascension au rang de maître de guerre, Horus est tombé gravement malade alors qu'il réprimait une rébellion sur les lunes d'Avin. Il n'est pas certain que cette maladie ait été causée par une blessure, un poison ou un autre moyen.
mais Horus semblait avoir été proche de la mort. Incapables de sauver leur primarque et sa prise sur la vie s'affaiblissant, les Sons of Horus acceptèrent l'aide d'une des loges guerrières d'Avinith. Car Horus est finalement entré dans la loge du serpent, et quelques jours plus tard, il en est ressorti vivant. Ce qui s'est passé dans les murs de cet endroit est inconnu, et les spéculations sont certainement inexactes. Qu'il s'agissait d'un rituel occulte et d'une interaction avec les pouvoirs de ce que nous appelons aujourd'hui amèrement le chaos, est la limite de la supposition raisonnable. Que ce soit le moment de la chute d'Horus semble presque certain, bien que les origines des failles par lesquelles le chaos est entré dans l'âme d'Horus doivent être formées bien avant ce jour. Il semble également probable que d'autres aient contribué à créer ces circonstances. Les principaux suspects sont la Légion des Worldbearers, qui avait secrètement embrassé les mensonges du Warp bien avant qu'Horus ne devienne maître de guerre. Principalement Erebus, qui donna des solutions pour sauver ce fameux Horus. Quelle qu'en soit la cause ou la raison, dès le moment où il a quitté la loge du serpent de Davin, Horus a suivi la voie de l'hérésie. Se réjouissant de la restauration de son primarque, Abaddon ne remit pas en cause les humeurs sombres et les tempéraments cruels qui se manifestaient au sein d'Horus. Ce n'est que lorsque le maître de guerre commença à parler de la trahison de l'empereur et de la façon dont il avait abandonné les légions, qu'Abaddon vit la haine profonde qui courait dans le cœur d'Horus. Ces sentiments trouvèrent un terrain fertile au sein d'Abaddon, qui avait toujours nourri du mépris pour les membres des autres légions, et il n'avait guère besoin d'excuses pour les considérer comme des ennemis. Lorsqu'Horus retourna finalement contre l'empereur dans une rébellion ouverte, Abaddon jura avec empressement de mener ses forces jusqu'aux portes de Terra elle-même. Alors qu'une poignée de Space Marines au sein des Sons of Horus s'interrogeaient sur la sagesse de se retourner contre l'empereur, la plupart suivaient leur primarque sans se poser de questions. Ce n'était pas un simple hasard, mais l'œuvre d'Horus lui-même, qui avait passé des années comme maître de guerre à consolider sa position au sein de la Grande Croisade, et à éliminer les voix dissidentes de ses partisans. La dévotion des Sons of Horus envers leur primarque était telle que les puissances de la ruine trouvèrent des serviteurs volontaires dans tout leur rang, et que beaucoup acceptèrent volontiers la vile influence du Warp. Au cours de l'hérésie qui suivit, Abaddon se fit un nom brutal en tant que guerrier hors pair et général impitoyable. Au nom du maître de guerre, Abaddon sanctionna le meurtre d'innombrables innocents et l'incendie de mondes entiers. Sur Isvan III, après que le virus d'Horus ait bombardé les loyalistes de sa propre légion ainsi que ceux des Emperor Children, des World Eaters et de la Death Guard, Abaddon et sa compagnie ont pourchassé les survivants. À travers les cadavres brûlés et pourris de la planète, les Space Marines ont mené une guerre de trahison et de représailles. Les frères de bataille, qui quelques jours auparavant avaient rompu le pain et s'étaient entraînés, se sont massacrés entre eux. Abaddon ressentit une joie sauvage à affronter ses anciens frères de bataille, les déchirant et en faisant des exemples sanglants aux dieux sombres. L'hérésie d'Horus est rapidement devenue une terrible guerre d'escalade et de représailles. Les légions se sont affrontées à coups désespérés sur toute la longueur et la largeur de l'impérium naissant. Au moment où Horus avait tracé un chemin sanglant vers Terra, les Sons of Horus se trouvaient à la tête d'une vaste armée de Space Marines renégats. Dans une bataille comme l'Imperium n'en a jamais vu depuis, les armées d'Horus sont tombées sur le palais de l'empereur, et Abaddon a eu l'honneur de les mener au combat. Ce devait être l'apogée du pouvoir des Sons of Horus. Jamais plus la Légion ne se rassemblerait dans une telle force ou grandeur sur le champ de bataille. Dans les chaudrons de la guerre, Abaddon mena la première compagnie et les Terminators d'Ustaerin, blindés de noir, dans le palais de l'empereur, écrasant ainsi les défenseurs loyalistes. Leurs gantelets et leurs épées énergétiques dégoulinaient de sang, et tous ceux qui s'opposaient étaient déchirés. Partout, les feux de l'hérésie brûlaient de manière incontrôlée. Les titans échangeaient des coups sur les murs en ruine du palais, et de grands navires de guerre remplissaient le ciel d'un feu de lance éblouissant, faisant pleuvoir le bombardement sur leurs alliés et les ennemis. Les Sons of Horus combattirent en première ligne durant toute la guerre civile galactique, depuis le traquenard d'Is-25 contre des loyalistes sans méfiance, jusqu'à l'invasion du monde chevalier de Molech, là où le maître de guerre dirigeait en personne les opérations. Les Sons of Horus étaient toujours le fer de lance, plongeant dans les lignes loyalistes pour asséner le coup de grâce. Le génie stratégique d'Horus ne fit que croître à mesure qu'il coordonnait les actions de la moitié des armées de la galaxie. Il lui arrivait de laisser d'autres forces subir les assauts de l'ennemi pour préserver sa légion, ne la déployant qu'au dernier moment pour qu'elle remporte la victoire simplement, et ainsi pour se couvrir de gloire. De ce fait, il n'est guère étonnant que lorsqu'Horus lança enfin son assaut décisif sur Terra, les Sons of Horus comptaient des dizaines de milliers de guerriers, prêts à suivre leur maître dans l'ultime bataille de la guerre qu'il avait lui-même déclenchée.
Horus a regardé la bataille se dérouler à la surface, depuis le pont couvert de son navire amiral, le Vengeful Spirit. Sur des hololites vacillants, le maître de guerre voyait ses armées coincées contre les murs intérieurs du palais de l'empereur, et les renforts loyalistes arrivant à chaque heure. À travers les vitres de son pont, il pouvait voir que la bataille spatiale se retournait également contre sa flotte. Horus savait que le temps pressait. Dans son arrogance et sa colère, le maître de guerre utilisa sa dernière carte en abaissant les boucliers Void de son vaisseau pour que l'empereur puisse lui faire face personnellement. Il ne fut pas déçu. Dans une explosion de lumière incandescente, l'empereur se téléporta sur le Vengeful Spirit à la recherche de son fils Félon. La bataille entre l'empereur et Horus résonna dans tout l'Immatérium, les deux grands guerriers échangeant des coups titanesques alors même que l'aurora psychique se débattait dans le Warp. Malgré toute sa rage et sa colère, Horus n'a pas pu gagner. Bien qu'avant que l'empereur n'efface l'âme de son fils, Horus porta un coup mortel à son père génétique, ainsi qu'à l'un de ses frères, Sanguinus. Abaddon grimpait sur les cadavres entassés des soldats impériaux brisés lorsqu'il sentit le hurlement psychique annonçant la mort de son primarque. Tous les Sons of Horus ont su immédiatement que leur maître de guerre était tombé. Des milliers de guerriers s'arrêtant pour regarder le ciel brûlant. La nouvelle se répandit comme une contagion à travers les légions renégates, et l'assaut qui avait failli réussir commença rapidement à s'effondrer. Abaddon se téléporta immédiatement sur le vaisseau amiral et arriva aux côtés de son maître à temps pour sécuriser le corps d'Horus. Avec un cri de douleur et d'angoisse profonde, Abaddon jura de se venger de l'assassin de son père. S'emparant de la griffe éclair du bras d'Horus, il la fixa au sien, reprenant symboliquement la dette de sang de son primarque envers l'empereur. Réalisant que la bataille pour Terra était perdue, Abaddon s'est replié pour sauver sa légion de l'anéantissement total. Il se fraya alors un chemin à travers les loyalistes restants sur le Vengeful Spirit et dégagea le vaisseau. Mais l'empereur mortellement blessé avait déjà été ramené sur Terra par Rogaldorn, primarque des Imperial Fist. En revendiquant le Vengeful Spirit, Abaddon et les Sons of Horus ont quitté leur orbite et se sont battus pour se libérer de la bataille en s'échappant dans le vide. Une période de représailles et de vengeance connue sous le nom de la Purge s'ensuivit, et d'innombrables mondes furent condamnés à mort par les loyalistes pour s'être rangés du côté d'Horus. Le reste étant laissé en guise d'avertissement aux autres. Les légionnaires renégats qui restaient dans l'Imperium furent traqués sans merci et chassés à travers les étoiles par des loyalistes sans pitié. Abaddon et les autres Sons of Horus se réfugièrent dans l'œil de la terreur, choisissant de plonger dans le maelstrom de la folie plutôt que de faire face à l'extinction aux mains des guerriers vengeurs de l'empereur. Lorsque les Sons of Horus sont entrés dans l'œil de la terreur, ils ont trouvé un royaume de folie, où les règles de la galaxie matérielle ne s'appliquaient plus. Presque aussitôt, les légions renégates se sont affrontées dans d'horribles conflits, mais aussi des petites guerres plus communes. Alors que chaque primarque et chaque seigneur de guerre s'efforçaient de se tailler une part de ce royaume effroyable, les problèmes ne faisaient que commencer. Les Sons of Horus avaient atteint l'œil de la terreur avec les survivants ensanglantés de la Purge, mais la Légion, autrefois puissante, fut réduite à une fraction de sa taille d'antan. Dirigée par quelques capitaines seulement, la Légion luttait pour sa loyauté envers le primarque déchu et la froide réalité de sa défaite face à l'empereur et ses laquais. Autour d'eux, de nombreuses légions renégates s'accrochaient encore à leur ancienne tradition et à leurs serments, essayant désespérément de faire régner l'ordre malgré la folie de leur existence dans une galaxie qui s'était retournée contre eux. D'autres légions ont embrassé le chaos, abandonnant à la fois leur esprit et leur corps à ses effets corrompus, et abandonnant à jamais tout ce qu'elles avaient été. Les légions renégates se sont retournées les unes contre les autres, et beaucoup se sont même complètement fragmentés lorsque les capitaines sont devenus des chefs de guerre, et ont forgé leur propre bande de guerre à partir des guerriers désillusionnés qui les entouraient. Assoiffés de pouvoir et de sang, les traîtres massacrèrent leurs frères avec des lames aiguisées par le Warp, mais aussi des sortilèges démoniaques. Dans une mare de sang et d'avidité, les gloires de l'hérésie furent oubliées, et un nouveau chapitre de carnage commença. Pendant ce temps, les dieux sombres subvertissaient et manipulaient leurs nouveaux jouets, remodelant les légions pour leur propre fin et la guerre sans fin entre les dieux. Abaddon abandonna la légion, brisé par la mort d'Horus et malade de la guerre. Il erra seul dans l'œil de la terreur. Pendant ce temps, les Sons of Horus portèrent le corps de leur primarque, conservé en stase dans l'œil, ignorant les guerres qui faisaient rage autour d'eux. Malgré cela, le chant des sirènes de démons et les chuchotements de leurs dieux les ont poursuivis durant leur voyage afin de trouver un lieu de repos pour leur maître. Remplis de rage mais aussi d'humiliation face à la destruction et à la décadence qui s'était abattue sur eux, des dizaines de frères de bataille commencèrent à être chargés par le toucher corrompu du chaos. Peu à peu, leurs âmes s'érodèrent et leur esprit furent empoisonnés par les ténèbres. Sur Maelom, un cimetière d'acier et de rouille, les Sons of Horus ont élevé une forteresse. Entourée de ténèbres et d'ossements de dragons morts, elle a été construite à partir d'épaves de vaisseaux en déliquescence depuis longtemps disparus à cause de la guerre.
chaque flèche et tour étant fabriquée à partir de la proue dentelée d'un ancien navire. La Légion a enterré le corps d'Horus dans une grande tombe, là où beaucoup sont tombés en adoration devant leur demi-dieu. Le corps du maître de guerre fut suspendu dans une chambre en spirale de pierre blanche, baignée d'une lumière dorée vacillante, et sa forme parfaite regardant ses fils. S'élevant à perte de vue, les actes d'Horus étaient gravés dans les murs de la crypte voûtée, chacun représentant une grande bataille ou une glorieuse victoire. Chaque jour, les adorateurs se rassemblaient à l'ombre de leur primarque et prêtaient à nouveau serment, incapables et peu désireux de trouver un nouveau chef. Avec leur primarque mort et leur légion au bord de l'extinction, les Sons of Horus ont lentement stagné. Comme beaucoup d'autres légions renégates, les Sons of Horus ont souffert d'incessantes attaques démoniaques pendant leurs premières années dans l'œil de la terreur. Il y avait une marée incessante de démons à combattre, et beaucoup de ceux qui n'ont pas été tués en combattant directement ces créatures sont tombés sous l'influence incontrôlable du chaos. Leurs esprits et leurs corps se faisaient posséder. Ils essayèrent de maîtriser l'art de la possession, liant intentionnellement les entités du Warp à leur chair tout en gardant le contrôle de leur esprit. Par d'amers essais et erreurs, les Psykers de la Légion ont pu protéger leurs guerriers des pires effets d'Immaterium, en préservant leur psychisme contre la folie insouciante inhérente au fait du toucher du Warp. Malgré cela, de nombreux Space Marines ont été réduits à l'état de ruines et de chair à canon par cette tentative, et la nature capricieuse du chaos en a vu beaucoup d'autres se faire tuer. Certains au sein de la Légion ont fait valoir que les Sons of Horus devraient offrir leur allégeance à une seule puissance, plutôt que de traiter avec les démons de plusieurs dieux. La plupart, cependant, avertissaient que la Légion ne devait plus jamais s'incliner devant la puissance extérieure. Ils se souvenaient trop bien du joug que l'Empereur avait exercé sur la Légion, et se méfiaient de laisser un autre maître détenir à nouveau un tel pouvoir sur eux. L'orgueil martial de la 16e Légion signifiait également qu'ils n'accepteraient jamais complètement un maître qui ne viendrait pas de leur propre rang, qu'il s'agisse de l'Empereur, de l'humanité ou d'un dieu du chaos. Alors qu'elle s'installait sur Malleum et veillait sur le cadavre d'Horus, la Légion continuait à agrandir sa forteresse. Les esclaves et les autres ressources étaient inconstantes dans l'œil de la terreur, et peu de légions possédaient la force nécessaire pour effectuer des raids importants ou soutenus dans tout l'Imperium. Les Sons of Horus ont donc pillé les matériaux et la main-d'œuvre qu'ils pouvaient trouver dans les mondes démons, ainsi que dans les colonies impériales proches de l'œil. Sous le ciel bouillant de Malleum, inondé de sang et de larmes d'âmes damnées, les citoyens impériaux décharnés ont travaillé aux côtés de mutations corrompues en taillant de la pierre blanche à partir du sol. Alors que les légionnaires renégats imposants fouettaient leurs esclaves dans des forts toujours plus grands, les murs de la forteresse s'élevèrent de plus en plus. Certains capitaines se doutaient que ce ne serait qu'une question de temps avant qu'eux et leurs frères de bataille ne soient entraînés dans les guerres entre les légions. Ils ont donc fait pression pour que les Sons of Horus remplacent leurs pertes en augmentant les stocks génétiques de la Légion. Ces mêmes capitaines savaient qu'une forteresse, aussi grande soit-elle, ne pouvait pas espérer retenir un assaut déterminé des Space Marines, et ils demandèrent que l'on trouve davantage de guerriers. Malheureusement, la majorité des capitaines survivants étaient convaincus que le Warp leur fournirait toute la puissance dont ils avaient besoin, si seulement ils pouvaient maîtriser les méthodes de fusion de démons et de Space Marines. Alors que les Sons of Horus élevaient leur forteresse toujours plus haut et vénéraient le cadavre de leur primarque, les guerres entre les autres légions qui s'étaient rangées du côté d'Horus pendant l'hérésie continuaient à faire rage. Sur des centaines de mondes démons, des armées corrompues de Space Marines s'affrontaient les unes contre les autres, leurs corps mutant et se transformant sous la lumière éthérée d'étoiles craquantes. La cupidité et l'avarice des Emperor Children et leur faim d'esclaves frais les ont vus lancer des dizaines d'attaques contre leurs compagnons renégats, et chaque légion a lutté contre les autres pour la domination des territoires dans l'œil de la terreur. Les Sons of Horus étaient restés largement à l'écart de ces conflits, mais des yeux jaloux ont fini par se tourner vers eux. Des forces traîtresses se rassemblèrent contre eux et conspirèrent pour leur voler les restes d'Horus, afin de poursuivre des ambitions viles et égoïstes. Car après tout, le corps du primarque avait ses puissantes informations génétiques et ses secrets biologiques. Et il était en effet une grande récompense. Lors d'un assaut soudain, les Emperor Children à la tête d'une alliance de légions renégates descendirent sur Malleum, frappant fort et rapidement depuis le Warp. Plus nombreux que les Sons of Horus et avec l'élément de surprise, ils se frayèrent un chemin à travers les défenses et dans les chambres centrales de la forteresse. Les Sons of Horus furent responsables de la mort de nombreux guerriers, mais les Emperor Children scellèrent leur terrible pacte avec Slaanesh et sont devenus de plus en plus puissants. Riant et criant de joie, les fils de Fulgrim furent rejoints par des bandes de démonettes qui se répandirent dans la forteresse, coupant les membres et tranchant les muscles des os. En désespoir de cause, de nombreux Sons of Horus ont conclu à la hâte des pactes démoniaques, s'abandonnant à la possession et ouvrant leur esprit et leur corps à des démons affamés. Ils furent à jamais perdus alors qu'ils cédaient à la puissance du Warp, leur chair se tordait et leurs âmes s'éteignaient en un seul moment terrible. Le démon a combattu le démon dans une orgie de mort et de folie dans les couloirs de la forteresse,
alors même que la lutte entre les dieux sombres se jouait avec des légions comme pions. Malheureusement, pour la légion d'Horus, l'ennemi était bien trop nombreux. Malgré leur sacrifice désespéré, ce qui a commencé comme une amère bataille défensive est devenu un combat pour la survie, alors que les Sons of Horus étaient contraints de battre en retraite. La Légion a à peine survécu à l'assaut, malgré le fait qu'elle ait battu une marée apparemment sans fin de démons et d'ennemis mortels. Elle a déchiré la chair pâle et corrompue des Emperor Children, leurs lames étaient couvertes de sang cramoisi, mais ils n'ont pas pu empêcher le vol du corps du Primarque dans la voûte de stase en spirale. Une fois le corps d'Horus sécurisé, les Emperor Children et leurs alliés ont pris leur butin et se sont retirés. Alors que leurs ennemis corrompus s'évanouissaient et disparaissaient dans le Warp, les Sons of Horus ne pouvaient compter que les morts et les damnés, et y contemplaient les ruines de la forteresse. Cependant, le pire était à venir. Les Emperor Children avaient pris le reste du maître de guerre pour créer des clones avec l'aide de Fabius Bile. Il s'agissait là sans doute d'une tentative mal avisée de restaurer le pouvoir des légions renégates, et une foule de doubles naquirent des restes en décomposition de guerriers autrefois illustres, chacun étant plus abominable que le précédent. Leur forteresse en ruine et leur légion décimée, les Sons of Horus étaient sur le point de disparaître à jamais de la galaxie et de s'effacer dans une mémoire maudite. Leurs idoles mortelles ayant disparu, les survivants se sont battus entre eux, cédant à un sombre désespoir ou à une rage incontrôlée. Les divisions entre les capitaines de la Légion se sont transformées en un bain de sang amer, et en combat singulier alors que l'ordre s'effondrait complètement. Abaddon était revenu de son sombre pèlerinage à temps pour assister à la bataille de loin, mais personne n'était heureux de le voir après la perte du corps d'Horus. C'est à ce moment-là qu'il vit, avec une froide clarté, que c'était l'échec du maître de guerre qui avait conduit la Légion ici, à se déchirer dans les ruines ensanglantées de Maléum. Pendant des jours, Abaddon est resté dans la tombe d'Horus pendant que ses frères combattaient, fixant les images représentant les victoires de son primarque, chacune d'elles ne le remplissant plus que de haine et de mépris. Enfin, écœuré par la chute de la Légion, il traqua ses compagnons de combat à travers les ruines, calmant sa rage par leurs derniers cris. Finalement, Abaddon resta seul parmi les chefs de la Légion, exigeant l'obéissance de ses frères. Certains virent en Abaddon le successeur d'Horus et tombèrent à ses pieds de plein gré, tandis que d'autres connurent sa force brute et s'inclinèrent devant sa puissance. Malgré tout, quelques-uns tournèrent le dos à Abaddon, et ils furent soit abattus par leurs frères, soit réussirent à s'échapper dans le Warp. Mais avec sa légion à ses pieds, Abaddon tourna son attention vers les clones d'Horus. Il ordonna à ses guerriers d'effacer toute trace de leur ancien primarque, et de se libérer de son ombre. Avec des aveux et des rumeurs arrachées aux gorges torturées des démons ou arrachées à la chair des Space Marines renégats, Abaddon a pu retrouver la trace laissée par Fabius, le génétique fou. Sur un monde souillé par des eaux rouillées, de chair dégoulinante et de sang bouillant, les Sons of Horus ont trouvé et détruit les clones macabres de leur primarque. Et avec la mort de chacun des clones, la Légion s'est éloignée des échecs de l'hérésie et aurait récupéré une partie de sa fierté ternie. Abaddon comprit que la destruction des clones n'était plus qu'une simple vengeance pour la trahison finale du primarque. Elle faisait également partie du salut des survivants. La Légion avait commencé à stagner avant même que la destruction de Maléum et le vol de la dépouille du maître de guerre, avant même qu'ils finissent piégés par la mort de leur primarque et perdus sans que l'hérésie ne les chasse. Quand Abaddon a finalement tué le premier clone d'Horus et détruit les laboratoires de Fabius, il a également détruit ce qui restait de son ancien maître, son père. Les Sons of Horus étaient finalement morts, leur passé lavé par le sang des viles abominations. Quand Abaddon a pris le contrôle des Sons of Horus, il a entrepris de rompre avec leur histoire précédente. Tout d'abord, il a abandonné le nom de leur primarque, en rebaptisant les Sons of Horus en Black Legion, afin qu'ils puissent dépasser les échecs de l'hérésie et réparer leur réputation ternie. Tout en conservant l'image de l'œil d'Horus comme seul rappel de leurs origines, il ordonna à ses guerriers de peindre leur armure en noir et de frapper tous les autres symboles de leur allégeance passée. Cela devait servir à la fois de marque de leur honte et de leur dévotion. Ancien symbole de deuil, le noir honorait leur primarque mort sans prononcer son nom. De même, il garantissait que les anciens Sons of Horus n'oublieraient jamais que leur primarque avait échoué, et que son échec devait être noyé dans le sang de ses ennemis. Plus important qu'une marque de honte, le noir de l'armure de la Légion faisait partie d'un plus grand plan d'Abaddon. Un plan visant à unifier les légions renégates pour sa grande guerre contre l'Imperium. Ce symbole est devenu si puissant que peu d'autres bandes de guerre portent une armure noire. C'était un message clair qui racontait la dévotion d'un Space Marine à Abaddon et qu'il avait renoncé à tous les autres serments. Le passage des Sons of Horus à la Black Legion n'a pas été instantané. Abaddon a donné ce nouveau nom à la Légion à la suite de la purge des clones. Cependant, il faudra de nombreuses années avant qu'il ne devienne une force à la hauteur de ses ambitions. Bien que la majorité des anciens Sons of Horus ait accepté la domination d'Abaddon,
La Black Legion n'avait pas encore fait ses preuves. Des siècles de guerre contre les autres légions renégates Space Marine les avaient transformés presque à l'extrême. Et les paradigmes du pouvoir au sein de l'œil de la terreur avaient changé. La seule force unifiée qu'Horus avait dirigée contre l'empereur était disparue à jamais, remplacée par des guerriers qui se chamaillaient pour des miettes ou qui étaient perdus dans les excès hédonistes. Abaddon ne ressentait que du mépris pour les Space Marines qu'il avait autrefois appelés frères, dégoûté par les Emperor Children, moribonds et léthargiques, et par les World Eaters stupides et enragés. Tout comme les légions renégates avaient perdu leur gloire passée, ce fut aussi le cas de leurs primarques. La plupart d'entre eux étaient complètement consumés par la puissance corrompue du chaos, abandonnant leur légion. Beaucoup de primarques avaient déjà atteint le rang de princes démons, s'alignant avec l'une des puissances de la ruine et acceptant leurs sombres promesses. C'était un chemin qu'Abaddon aurait pu suivre lui-même, s'élevant au rang de dieu dans le Warp, mais un chemin qui aurait limité son existence au-delà de l'œil de la terreur, et qui aurait mis sa vengeance ultime hors de sa portée. Abaddon a commencé à élargir les rangs de la Black Legion, consumé par son désir de lancer un assaut contre l'Imperium. La nouvelle se répandit dans l'œil de la terreur que tous les Space Marines qui s'inclineraient devant le fléau se verraient tous accorder une place dans sa Black Legion, et une partie de son grand plan de vengeance contre l'Empereur. Beaucoup d'autres traîtres se moquaient et ridiculisaient Abaddon pour son arrogance. Cependant, les guerres sans fin et la corruption du Warp avaient semé la désillusion dans le cœur des autres, et la promesse d'une place dans une légion dirigée par un seigneur de guerre déterminé à poursuivre la guerre contre l'Imperium finit par séduire un grand nombre d'entre eux. La défaite insultante face aux légions de Space Marine loyalistes était encore fraîche dans l'esprit de beaucoup, et ils avaient faim d'une chance de verser le sang de leurs anciens frères. D'autres légionnaires se moquaient de savoir de qui ils répandaient le sang, mais seulement qu'Abaddon pouvait les conduire vers des mondes où ils parvenaient à arracher des cris piteux aux mourants et écraser les cadavres de leurs ennemis sous leurs pieds. La légende d'Abaddon se répandait, et ces Space Marines renégats qui ne respectaient que la force et la cruauté étaient attirés par le fléau. Son aura de carnage et de sombre majesté le désignait déjà comme un seigneur de guerre qui régnera sur tous les autres. Abaddon a rapidement acquis une réputation durable au sein de la Légion pour les terrifiantes vengeances qu'il exerçait sur ceux qu'il trahissait. Certains légionnaires renégats et chefs de guerre démoniaques ont tenté d'utiliser la Black Legion à leur propre fin, en infiltrant des rangs avec de fausses promesses de loyauté. Le champion des World Bearers, Rhinax le Tacite, pensait utiliser la Légion comme hôte pour ses alliés démoniaques, l'infectant avec des démons et en laissant le Warp prendre racine dans son esprit. Purgor le Putréfié, un général favori de Nurgle, essaya de transformer les Black Légionnaires en porteurs de peste, et il le fit en souillant leurs armures avec les restes de ses expériences les plus viles, et en les envoyant au combat en toussant un mucus ensanglanté. Le sorcier Slaneshi, Hexagalimere, complota pour convertir les légionnaires en Emperor Children, en chuchotant des promesses aux oreilles de ceux qui avaient juré fidélité à la Black Legion, et en essayant de les retourner contre le fléau. Finalement, les têtes de tous ces champions ornent à présent le porte-trophée d'Abaddon. Leurs guerriers ayant terminé écorchés et leur forteresse démolie pierre par pierre. Depuis, seuls les fous ou les démons rompent leur serment envers Abaddon le fléau. Abaddon était un maître de la manipulation et savait exactement quelle combinaison de peur, d'avidité et de vanité allait faire basculer l'esprit des hommes. Les seigneurs de guerre se présentaient devant Abaddon simplement pour voir par eux-mêmes ce champion du chaos et sa Black Legion, mais se retrouvaient à peindre leur armure en noir et à rejoindre sa cause. Alors que le nombre des membres de la Black Legion augmentait, Abaddon ravagea les mondes de l'œil de la terreur, réclamant plus de guerriers et d'esclaves pour sa cause. Cette fois, le fléau prit soin de ne pas créer une cible aussi facile pour ses ennemis, et la Légion Noire resta une formation transportée par une flotte, glissant comme une ombre dans le Warp. À bord du Vengeful Spirit, Abaddon mena sa guerre contre les autres légions, leurs alliés et leurs ennemis, créant ainsi une armée capable de rivaliser avec n'importe quelle force dans la galaxie. La nature des légions renégates était telle qu'aucun seigneur de guerre ne pourrait jamais les diriger toutes. Mais Abaddon espérait les unir vers un seul but comme l'avait fait Horus. La Black Legion ne pouvait espérer détruire l'empereur et son impérium qu'avec l'aide des autres traîtres, et ils devraient le faire en se regroupant pour écraser leurs ennemis et lancer un seul assaut massif sur Terra. C'est le sombre rêve d'Abaddon et le chemin qui allait façonner son destin pour les siècles à venir. Alors que d'autres seigneurs de guerre se contentaient de conclure des pactes avec les dieux et les démons individuels, abandonnant ainsi avec empressement le contrôle pour une parcelle de pouvoir, Abaddon était différent. Pendant les longues décennies de la Grande Croisade et les années sanglantes de l'hérésie d'Horus qui ont suivi, il avait étudié la façon dont Horus avait mené ses guerres et dominé ses alliés. Ce qu'Abaddon a observé, c'est d'abord la main de l'empereur, puis l'influence des dieux sombres à l'œuvre, limitant la grandeur de son primarque et conduisant finalement à sa disparition. Abaddon ne commettrait pas une telle erreur, et bien qu'il courtisait les dieux du chaos en tant qu'alliés,
il a juré, peut-être bêtement, de ne jamais être complètement sous leur emprise. On ne sait toujours pas comment Abaddon a pu utiliser la volonté des dieux à ses propres fins, tout en restant épargné par leur pouvoir. Certains disent que c'est le sang qu'il partage avec Horus, ce qui alimenterait de vieilles rumeurs selon laquelle il serait même le seul fils cloné et pur du maître de guerre. D'autres disent qu'Abaddon a été brisé d'une manière fondamentale par la mort de son primarque et la défaite sur Terra, son esprit consumé par la haine et la rage jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de son humanité. Un autre récit soutient qu'Abaddon n'a jamais été humain du tout, et qu'il est au contraire une création des dieux sombres, une sorte d'expression de leur haine de l'humanité. Quelle que soit la raison, les dieux ont choisi Abaddon pour être leur champion, et ils lui ont donné une liberté de volonté refusée à tant de leurs serviteurs, peut-être impressionnés par l'audace et la grandeur de sa quête de vengeance. Quelle que soit la manière dont cette faveur a été gagnée, la période qui a suivi la destruction des clones et le changement des noms des Sons of Horus a été une période de guerre et de domination pour Abaddon et de la Black Legion. Au fur et à mesure qu'elle grandissait en taille et en force, elle exerçait son pouvoir sur les autres bandes de guerre de l'œil de la terreur, écrasant et absorbant d'innombrables petits chefs de guerre, les pliant ainsi à la volonté de la Légion et ajoutant leur force à ses rangs grandissants. Pendant ce temps, Abaddon cherchait également d'autres moyens d'accroître son pouvoir personnel et d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur ce nouveau et dangereux royaume dans lequel il se trouvait. Le Fléau avait déjà découvert beaucoup de choses lors de son premier pèlerinage dans l'obscurité. Le voyage qu'il avait entrepris pendant les années perdues entre la fin de l'hérésie d'Horus et son retour dans les ruines de Maléum, tout cela allait forger son avenir. Car au cours de ces voyages, il avait appris que le pouvoir que représentaient les démons pouvait être exploité et contrôlé, tout comme un homme peut en contrôler un autre. Il a également appris que l'œil de la terreur était un lieu contenant des dispositifs obscurs non identifiés, et des armes interdites, dont la plupart sont inconnues dans la galaxie, et que nombre d'entre elles pouvaient être utilisées à ces fins. L'ascension d'Abaddon vers la maîtrise des légions du chaos n'existe que sous forme de chuchotements sombres et de légendes. Ce que l'on sait, c'est qu'il a laissé derrière lui pour toujours Ezekiel Abaddon, premier capitaine des Sons of Horus, et qu'il est devenu Abaddon le Fléau, maître de la Black Légion. Bien qu'il ait été en grande partie perdu dans les méandres de l'histoire, il reste des contes sinistres de son triomphe sur les démons et de sa défaite face à des seigneurs de guerre jaloux. Abaddon se serait rendu dans un monde modelé par le Warp où le temps s'écoulait à l'envers, se désynchronisant avec l'espace qui l'entourait. Au centre du monde, un prince démon de Tsench était assis, enroulé autour de son noyau, comptant à rebours la fin des jours. Abaddon voulait s'approprier ce pouvoir et a plongé dans les marais du temps pour affronter le démon. Les années passèrent en arrière, alors qu'il se frayait un chemin vers le prince démon, arrivant enfin à ses pieds et exigeant son obéissance. Le plan d'Abaddon n'allait pas se passer comme prévu. Méprisant le nouveau venu, le démon demanda pourquoi il ne devait pas le tuer là où il se tenait. En réponse, Abaddon le défia à un jeu impossible. Si Abaddon pouvait deviner le nom du démon, il lui prêterait allégeance. S'il échouait, il lui remettrait les artefacts qu'il portait. Mais le démon devait lui dire son nom pour prouver qu'il n'avait pas triché. Incapable de résister au défi, le démon accepta les conditions du jeu, se moquant du mortel pour sa bêtise. Comment est-ce que le démon aurait-il pu savoir que c'était la deuxième fois qu'Abaddon se tenait devant lui? La première fois, il n'avait pas réussi à gagner le défi, mais il avait appris le nom du démon. En remettant ses artefacts, Abaddon avait alors fait un pas en arrière dans les marais du temps et était revenu des années avant de débarquer sur la planète, laissant ainsi un message pour lui-même dans le futur avant qu'il ne soit éteint par le paradoxe. Il avait ainsi fait en sorte que ces événements soient modifiés et que le démon soit à lui. C'est ainsi qu'Abaddon a servi Xingoran, le démon du temps fracturé. Avec les futurs souvenirs du démon et les sombres sortilèges de sa cabale, Abaddon pouvait percevoir les destins et façonner sa propre destinée. Dans une autre légende, on dit qu'Abaddon a mis le feu à tout un système pour brûler un secret sur les étoiles. S'installant sur une série de mondes démons à la limite extérieure de l'œil de la terreur, le maître de la Black Légion y aurait soumis les habitants primitifs à sa volonté, tuant des puissants champions mutants et ravageant des continents entiers jusqu'à ce que les tribus aviliées et les esclaves démoniaques s'inclinent devant lui. Puis, en une seule nuit terrible, Abaddon commanda à ses nouveaux serviteurs de mettre le feu à leur planète, des millions d'âmes brûlant des forêts corrompues, des villes féodales et des vastes prairies cramoisies. Alors que les flammes s'élevaient, les primitifs se sont alors jetés dans les flammes, ajoutant leur propre corps pour alimenter davantage l'enfer. Au son des ricanements des démons, chaque monde du système maudit brillait et vacillait dans la nuit, le warp autour d'eux bouillant en réponse à l'orgie de mort et de destruction. Depuis son navire, Abaddon regarda avec plaisir les marées de l'Empyréen répondre au carnage et changer de direction, ouvrant une porte cachée. La légende ne dit pas avec certitude où le portail menait, mais seulement qu'il s'agissait d'un autre royaume créé il y a longtemps par une race perdue, permettant au Fléau de voyager entre les mondes, échappant ainsi aux défenses de l'Imperium.
Dans des mondes où les lois de la nature n'avaient aucun sens, la Black Legion a écrasé des dizaines de bandes de guerriers rivales, rallant leurs chefs de guerre à leur cause ou en faisant des exemples violents et sanglants. Dans la forteresse mécanique de Ezok 3 fois aveugle, la Black Legion a vaincu les brins de cristal démoniaque du sorcier, et lui a donné le choix entre le service ou la vie éternelle. Sa tête tranchée empalée sur un pic de cristal vivant. Avec sagesse, le sorcier s'inclina devant Abaddon. Sur une planète rance et sans fin, la Black Legion pataugea dans une saleté humaine pour faire tomber la forteresse pestilentielle du prince démon Anextroc. Après avoir détruit l'armée du démon, Abaddon le lia à la puissance du Warp et le força à se nourrir des restes de ses guerriers, jusqu'à ce qu'Anextroc accepte de lui offrir son allégeance. Chaque fois que la Black Legion apparaissait au-dessus d'un monde, ses guerriers savaient qu'ils avaient un choix à faire. Se joindre au fléau, ou devenir un autre exemple de la puissance incontrôlable de la Black Legion. Alors que cette dernière mettait au pas un groupe de guerriers après l'autre, Abaddon a étudié les mondes de l'œil de la terreur. Et plus il en apprenait sur l'œil, plus il comprenait la puissance brute qu'il offrait et comment. Perdu dans les limbes de l'intemporalité, il pourrait maintenant faire la guerre à l'Imperium non seulement pendant des siècles, mais aussi pendant des millénaires. Dans son esprit, les premiers signes d'une grande et sombre guerre commencèrent à se matérialiser. La nature de sa vengeance prenait enfin forme. Abaddon travailla sans relâche à l'expansion de son armée. Chaque monde qu'il découvrait, et chaque ennemi qu'il affrontait, il se tournait vers sa cause ou les écrasait impitoyablement sous ses pieds. C'est ainsi que la Black Legion s'agrandit. Ses rangs se peuplèrent non seulement de Space Marine renégats, mais aussi d'une ménagerie d'âmes maudites. Pendant ces guerres dans l'œil de la terreur, Abaddon a découvert de nombreux et puissants artefacts du chaos. Des objets qui avaient été perdus dans le Warp ou qui avaient été façonnés par les dieux sombres eux-mêmes. Les récits racontent que le creuset des mensonges, le dernier souvenir de Urantos et la lame du frisson, des objets périlleux mais puissants, tous ont été volés par le fléau. Des dizaines d'armes démoniaques ont été retrouvées par la Black Legion au fond des ruines antiques des mondes en guerre ou dans les cales de navires en panne. Leurs coques rouillées attirées dans l'œil de la terreur par les marées du temps et de l'espace. Chaque objet était une abomination mortelle contre la réalité, cachés ou oubliés pour de bonnes raisons. Ces dispositifs et ces armes anciennes deviendront les outils avec lesquels Abaddon élabora ses croisades noires, puisant dans leur vilaine énergie pour réaliser sa propre ambition. Abaddon utilisa une cabale de sorciers des Thousand Sons et les sortilèges du démon asservi Xingoran pour suivre les fils du temps, toujours attentifs à l'avenir et au destin de la Black Legion. En passant au crible des siècles de futurs possibles, l'esprit vif d'Abaddon a pu discerner les schémas du Warp et les signes révélateurs laissés par les sombres artefacts qu'il désirait. Ces schémas pourraient faire tourner les marées de la longue guerre en sa faveur. Nombre de ces reliques interdites ont été échangées contre le pouvoir ou données en cadeau aux généraux d'Abaddon en guise de remerciement. Les guerriers et les seigneurs de guerre du fléau ont été marqués par le fait qu'ils portaient souvent des armes démoniaques baroques et des engins d'une puissance dévastatrice. Les plus exaspérants et majestueuses de ces armes furent données aux élus d'Abaddon. Ces guerriers véreux et corrompus étaient parmi les rares assez forts pour plier à leur volonté les esprits rebelles et affamés des armes. Ces objets artefacts ésotériques jugés importants pour la longue guerre d'Abaddon furent cependant enfermés dans des voûtes cachées ou derrière les portes de la forteresse, scellés des regards indiscrets et des ambitions jalouses de peur qu'ils ne tombent entre les mains des ennemis. Cinq siècles après sa retraite de Terra, Abaddon est revenu dans l'Imperium à la tête d'un os de traîtres et de démons. Ce fut la première rencontre de l'Imperium avec la toute nouvelle Black Legion et le retour d'un ennemi brutal et acharné que beaucoup pensaient perdu dans le cimetière de l'histoire. Depuis la disparition, Abaddon est resté dans l'œil de la terreur, reconstruisant la Black Legion comme un reflet vengeur de sa gloire passée. Enfin, ils revinrent, le premier chapitre de leur longue guerre contre l'Empereur, prêt à être réécrit dans le sang des mondes impériaux. Grâce à des alliances, des menaces et des promesses, Abaddon a pu rassembler la plus grande force de légion renégate jamais vue depuis l'hérésie, et a pris l'Imperium par surprise. Les mondes proches de l'œil de la terreur sombrèrent dans la pagaille et le chaos, tandis que les légions descendaient du ciel et que les démons se frayaient un chemin dans la réalité. Seul Cadia, avec ses formidables défenses, tint bon. Ses braves régiments se battaient depuis longtemps, et cela pour tenir les portes imposantes et les bastions de leur ville. Et on pouvait entendre des cris de guerre, des cris disant que Cadia tiendra. Pour contrer l'invasion, l'Imperium fut contraint de détourner des zones de guerre du Segmentum Scurus de nombreux chapitres de Space Marine nouvellement formés dans le cadre de la deuxième fondation. Les légions renégates se réjouirent de leur retour de l'œil de la terreur, baignant dans le sang des mondes innocents et remplissant les cales de leurs vaisseaux d'esclaves. Sur une douzaine de planètes, la Black Legion se montra digne de son primarque déchu et des prouesses martiales de Luna Wolf. Abaddon avait bien choisi ses généraux, et chacun d'entre eux rivalisait de gloire tandis que la Légion creusait un sillon sanglant à travers les étoiles. Zactéan le Brisé mena sa bande de guerre de la Black Legion dans une orgie de violence et d'excès sur l'agrimonde de Valésia.
Pour son plaisir, le seigneur de guerre construisit un vaste labyrinthe d'épines à partir des vergers de roses sanguines de la planète, aveuglant ses prisonniers et les perdant dans ses tunnels tortueux. Tout cela avant de les traquer à sa guise. D'innombrables habitants ont passé leurs dernières heures terrifiantes à écouter désespérément les bruits de la poursuite, leur chair saignant de dizaines de coupures d'épines et leurs poumons remplis de l'odeur maladivement sucrée de rose. Pour ne pas être en reste, Eralak et sa compagnie de raptors firent vivre un cauchemar sanglant aux cités russes flottantes de Melphia. Faisant des millions de victimes, le groupe de guerre d'Eralak fit tomber des dizaines de villes du ciel en arrachant leur complexe réseau de suspendeurs et en déversant le réacteur à plasma sur les fermes et les champs en contrebas. En façonnant des potences flottantes géantes à partir des villes en ruines restantes, le seigneur de guerre a pendu des millions de citoyens impériaux. Leurs cadavres oscillants étaient condamnés à jamais à dériver dans le ciel de Melphia, un terrible rappel de la puissance de la Black Légion. Cependant, la plus grande réussite de la Légion n'était pas seulement ses victoires brutales, mais aussi l'unité qu'elle avait réussi à forger parmi les traîtres et leurs alliés démons. Même si les Space Marines traîtres, les démons et les hérétiques se sont retournés les uns contre les autres une fois la résistance impériale écrasée, en présence de la Black Légion, ils ont accordé un respect à contre-cœur. C'était la Légion de la peur et de la domination qu'Abaddon avait créée, et elle devait être un signe inquiétant des choses à venir pour l'Imperium. Alors que le carnage de la première croisade de la Black Légion atteignit des sommets de frénésie, des villes brûlaient et des mondes étaient vidés de leurs habitants pour nourrir les sombres désirs des traîtres de la Légion. Laissant sa Black Légion poursuivre ses représailles brutales et ses raids contre les mondes impériaux, Abaddon poursuivit ses propres plans. Utilisant les âmes hurlantes libérées dans le Loire par tant de morts et de destruction, il conclut un marché démoniaque secret. En paiement du festin de désespoir, de douleur et d'angoisse qu'Abaddon avait créé avec sa croisade noire, les dieux sombres lui donnèrent la connaissance de l'emplacement secret de la tour du silence de Ur-Elan. Tapis dans l'ombre de l'œil de la terreur, Ur-Elan était considéré dans les traditions démoniaques comme un lieu où les dieux eux-mêmes enfermaient leurs secrets. En suivant les fils du destin démêlés par ces cabales de sorciers, Abaddon avait découvert un chemin caché à travers le Warp, et à travers la mer mouvante des mondes au-delà. Tout cela pour atteindre Ur-Elan sans avoir besoin de franchir la porte cadienne. Accompagné d'un groupe de guerriers d'élite de la Black Légion, tous vétérans d'un millier de batailles, Abaddon posa le pied sur Ur-Elan et entra dans la tour du silence. Presque aussitôt, les gardiens de la tour se jetèrent sur eux, d'anciennes constructions d'énergie noire qui se déplaçaient et vacillaient, leurs griffes déchirant les bords déchiquetés des âmes des guerriers. Après une bataille acharnée, Abaddon descendit au cœur du miroir d'Ur-Elan. Là, les sombres cryptes des tours firent place à une lumière et à un vent éthéré. La gravité s'inversa, et là où Abaddon descendait dans la terre, il marchait maintenant dans un royaume reflété, le ciel sous ses pieds et le sol au-dessus. Suivant un sentier flottant d'arbres tordus, il pénétra dans un labyrinthe de pierres anciennes, qui se décomposait et se recomposait sous ses yeux. Rempli des fantômes et des échos de ceux qui les avaient précédés, le labyrinthe était un enchevêtrement exaspérant d'anciens et de nouveaux, ses murs tournant sur eux-mêmes à des angles impossibles. Pendant ce qui lui sembla être une éternité, Abaddon erra dans ce labyrinthe hanté, combattant les esprits des morts qui menaçaient de l'ajouter à leur rang. Finalement, proche de l'épuisement, le fléau se prépara à disputer son dernier combat. C'est alors que dans la folie du labyrinthe apparut une silhouette imposante, une silhouette dont la forme parfaite était enveloppée d'une lumière dorée. Sans un mot, la silhouette fit signe à Abaddon de la suivre. Bien que le fléau essaya de parler à l'être et le voir son visage, celui-ci resta caché dans une toile de lumière chatoyante, sans réponse et silencieux. La silhouette conduisit Abaddon au centre du labyrinthe, où un éclat des ténèbres changeants était suspendu dans les airs. Tendant la main dans le vide, Abaddon sentit la poignée froide d'une lame rencontrer sa paume, et il la ramena à la réalité. L'épée démon drachnienne prit forme devant ses yeux. Levant la redoutable lame devant lui, Abaddon se retourna pour demander le nom de son guide d'or, avant de découvrir que la silhouette avait disparu. Imprégnée de la puissance du chaos, la Black Légion gagna en puissance et en gloire au cours de la première croisade noire. Sous le commandement d'Abaddon, elle remporta de plus en plus de victoires et de triomphes. C'était une période glorieuse pour la Légion, car les effusions de sang et les morts de la croisade ont effacé certains souvenirs de l'hérésie d'Horus, et aussi de leur grande défaite devant les portes du palais de l'empereur. Cependant, malgré le carnage inconsidéré et les terribles destructions qu'elle a provoquées, la première croisade noire a fini par prendre fin. En réponse au péril mortel, l'Imperium avait rassemblé ses chapitres de Space Marine et ses légions titaniques, toutes nouvellement fondées, et les avait envoyées contre les traîtres. Malgré cela, des dizaines de mondes avaient été réduits au silence pour toujours, et des millions d'esclaves avaient été ramenés en hurlant dans l'œil de la terreur.
Abaddon avait testé les défenses de ses ennemis et augmenté considérablement son pouvoir grâce à sa nouvelle épée draconienne. Il prit également le titre de maître de guerre, s'élevant pour revendiquer tout ce qu'Horus avait autrefois possédé. Aucun membre de la Black Legion ne contesta le droit d'Abaddon à ce titre, la première croisade noire ayant prouvé qu'il avait le droit de diriger. Quant à la Black Legion elle-même, sa première incursion hors de l'œil de la terreur avait grandement contribué à restaurer sa position parmi les légions renégates, suscitant un nouveau respect pour les guerriers en armure noire et leurs maîtres de guerre. Au moins, Abaddon avait prouvé que les dieux le favorisaient, ce que même les primarques démons ne pouvaient ignorer. Les conflits se poursuivaient entre les légions, mais elles avaient désormais un nouveau but, quelque chose qu'elles avaient presque oublié au cœur du demi-millénaire qui s'était écoulé depuis la chute d'Horus. Dans le sillage de la croisade, une période de raids constante commença. Depuis le cœur intemporel de l'œil de la terreur, la Black Legion lança des raids sur des mondes du Segmentum Obscurus et au-delà. Des légionnaires renégats surgissant soudain du Warp, parfois par milliers, parfois par dizaines de milliers. Tout cela pour ravager des colonies impériales. Abaddon se contentait de donner à un chef de guerre et à son groupe de guerriers la possibilité de s'en faire un nom, en leur laissant la liberté de frapper où et quand il le souhaitait. Il encouragea cette indépendance à certaines conditions. Les atrocités qu'il commettait devaient l'être au nom de la Black Legion et au détriment de l'empereur. Dans ce qui allait devenir une épine dans le pied de l'Imperium, les légions renégates, souvent dirigées par un chef de guerre de la Black Legion, ou même par Abaddon en personne, toutes sortaient de l'œil de la terreur pour brûler et piller des secteurs entiers. À la lumière des étoiles mourantes et des villes en flammes, la Black Legion assouvissait sa haine de l'Imperium, tuant sans distinction les serviteurs du faux empereur Dieu, et démolissant tout ce qu'elle considérait comme un symbole du dieu cadavre. Au cours de ces croisades, des systèmes entiers étaient détruits dans des conflits qui duraient des décennies, voire même des siècles. Jusqu'à ce que, aussi soudainement qu'elle était apparue, la Black Legion se retire dans l'œil de la terreur, ses cales remplies d'esclaves et de butin. Le Segmentum Obscurus a terriblement souffert de ces guerres sans fin contre les légions Space Marines déchues, mais en vérité, rien n'était à l'abri de leur perfide emprise. La Black Legion l'a prouvé à maintes reprises en consolidant sa réputation d'ennemi impitoyable au sein des armées de l'Imperium. Au cours des 9000 années qui suivirent, la Black Legion continua d'intensifier ses attaques contre l'Imperium, la Légion renégate utilisant les effets de distorsion temporelle du Warp pour mener une guerre éternelle. À chaque grande bataille ou incursion, la puissance de la Black Legion augmentait. Ses rangs se gonflaient de nouveaux traîtres et sa réputation était renforcée par ses actes ignobles. C'était l'aube d'une période sombre pour l'Imperium, au cours de laquelle le fléau de la Black Legion faisait rage de manière incontrôlée à travers les étoiles. Chaque croisade noire était un fléau pour l'Imperium, condamnant des centaines de mondes à la mort et laissant des cicatrices durables sur l'Imperium. Les gouverneurs de planètes et les commandants des flottes de combat lancent des appels à l'aide désespérés alors que les puissantes flottes de légions renégates se répandent dans l'espace réel. Sans oublier qu'elles se déchaînaient sur les systèmes stellaires et les secteurs. Les populations de planètes entières sont assassinées avant que l'Imperium ne puisse réagir en force. Les édifices les plus grandioses et les bastions les plus solides de chaque monde étant réduits à l'état de ruine par toutes les attaques brutales et traîtres. Bien que l'Imperium ait fini par contrer chaque assaut, un monde touché par une croisade noire met souvent des siècles à s'en remettre, si tant est qu'il s'en remette réellement, car de nombreux systèmes sont éternellement maudits par la souillure du chaos. Bien que de nombreuses autres forces de Space Marine du chaos aient lancé leur propre croisade noire contre l'Imperium depuis l'époque de la Purge, les incursions de la Black Legion restent parmi les plus dévastatrices, chacune laissant dans son sillage un héritage d'actes ignobles à l'échelle d'un secteur. Si vous êtes encore là, écrivez F-Horus en commentaire, faites pas gaffe, je suis sur mon tapis, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale, faites du sport, bougez énormément, et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et ainsi que mon équipe pour nos figurines, pour tous les projets qu'on a, je vous invite à checker la description pour vos figurines jusqu'à moins 20% avec MyHobbyPlace, le plus vieux partenaire de la chaîne avec Holy Energy. N'hésitez pas à checker ici, à la fin, dans votre panier, n'hésitez pas à checker et à prendre directement Rush Club pour nous redonner 5% sur votre commande et ça vous coûte rien de plus, évidemment c'est une affiliation. Et aussi Holy Energy, merci à tous ceux qui passent par mes liens, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça nous permet vraiment de continuer cette aventure et on espère vraiment que vous kiffez tous les projets qu'on fait en ce moment. On a des nouvelles vidéos, des nouveaux formats qui arrivent très prochainement. Au moment où vous regardez cette vidéo, on est le 15 juillet précisément, le 16 mercredi, on a un nouveau format qui arrivera, qui sera excellent. C'est du jamais vu sur le Wargame français, sur le YouTube français. Ça, je vous le promets. Et j'ai vraiment hâte que vous ayez cette nouvelle vidéo, ce nouveau format qui vous plaira fortement, je peux vous le promettre. Et aussi, merci à tous pour les retours dernièrement, pour tous vos abonnements, tous les likes, tous les commentaires.
Il reste encore 3 vidéos sur les Space Marines, une sur les Ironhands, une sur les Night Lords et une sur les Space Wolves. Ensuite, on a fini notre chapitre sur les histoires un peu plus en récit, plus posé, sans le format fond vert, sans ma tête. Et ensuite, on attaque une nouvelle vague de factions et aussi des grosses vidéos qui vont faire surface, deuxième partie. J'ai vraiment hâte de cette année 2025 et de vous montrer aussi 2026 tout ce qu'on a prévu. Je le répète, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. L'Empereur vous protège. Ave Imperator.